Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, en vos titres et qualités très nombreux. Je suis très heureuse d'être parmi vous et de prendre la parole au nom de la Ligue des droits humains. La FGTB, comme la Ligue des droits humains, en tant qu'actrice de la société civile, sont essentielles à une démocratie fondée sur les droits humains. Alors, c'est un sujet commun dont j'aimerais discuter avec vous dans les prochaines minutes. Quelle démocratie voulons-nous transmettre aux générations futures? Et cette question, elle en soulève d'autres. Avons-nous des obligations à l'égard des générations futures? Quel est le périmètre de ces obligations? Où en sommes-nous aujourd'hui? Et que devraient ces générations futures à notre égard? Commençons par la première question. Que devons-nous aux générations futures? Générations futures, ce sont les tout premiers mots de la Charte des Nations Unies. En 1945, ces Nations Unies veulent préserver les générations futures du fléau de la guerre. Et pour cela, il faut développer les droits humains, nous dit la Charte. Au cours des décennies qui suivent, ces générations futures s'enracinent de plus en plus profondément dans les consciences politiques. Et ces générations futures apparaîtront dans toute une série de déclarations et de programmes, principalement relatifs au développement durable, à la protection de l'environnement et aux droits sociaux. Et en 1997, l'UNESCO va dédier une déclaration entière à ces générations futures. Cette déclaration affirme que les générations présentes ont la responsabilité de veiller à ce que les besoins et intérêts des générations présentes et futures soient pleinement sauvegardés. Elle explique simplement: le sort des générations à venir dépend dans une large mesure des décisions et mesures prises aujourd'hui. Les problèmes actuels, parmi lesquels la pauvreté, le sous-équipement matériel et technologique, le chômage, l'exclusion, la discrimination et les menaces pour l'environnement, doivent être résolus dans l'intérêt des générations tant présentes que futures. Et l'idée suit son cours au fil des décennies. Au cours de la dernière décennie, des juges eux-mêmes se sont saisis de ces droits des générations futures pour condamner des États en matière d'inaction climatique, au nom de l'avenir de l'humanité, écrivent ces juges dans les chambres des cours suprêmes colombiennes ou de la Cour constitutionnelle allemande. Le sujet est sur le devant de la scène politique internationale. Dans 15 jours, le prochain sommet des Nations Unies à New York porte sur l'avenir et une déclaration sur les droits des générations futures est en projet d'adoption. Alors aujourd'hui, nous avons entre nos mains, bien établi sur un temps long, un principe de responsabilité collective, d'ordre moral, politique et juridique, de veiller aux générations futures. Nous, associations, mouvements militants, partis et syndicats, nous avons donc la responsabilité de permettre à ceux qui habiteront la terre après nous de vivre décemment et de vivre en paix. Le périmètre de cette responsabilité ne doit pas se cantonner aux enjeux sociaux et environnementaux. Nous devons impérativement envisager cette responsabilité à l'égard des générations futures de manière plus large. Parce que la jouissance des droits basiques d'un être humain n'est possible que dans un cadre démocratique fondé sur les droits humains et sur l'état de droit. Et nous connaissons bien ces grands principes de base. Les droits humains sont indivisibles et interdépendants. Démocratie, état de droit et droits humains sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Il serait donc illusoire de prétendre sauvegarder certains droits des générations futures et d'en laisser tomber d'autres. Comment imaginer que les générations futures soient à l'abri de la pauvreté, de l'exclusion, de l'exploitation, des souffrances psychiques et physiques liées à leur environnement, si elles ne peuvent cependant pas faire valoir leurs droits sociaux via les droits civils et politiques? Ce sont ces droits civils et politiques
qui permettent de porter les revendications sociales ou environnementales dans la rue, devant les parlements ou devant les juges, en étant à l'abri des procès arbitraires et de représailles violentes. Et de la même manière, comment imaginer l'exercice des droits civils et politiques sans conditions sociales, économiques et culturelles satisfaisantes? Ou comme le poétisait Victor Hugo, comment peut-il penser celui qui ne peut vivre? Il serait donc tout aussi illusoire de prétendre promouvoir tous ces droits humains, interdépendants et indivisibles, sans également promouvoir l'état de droit, c'est-à-dire la possibilité de contrôler concrètement et effectivement l'action des gouvernants à l'aune de ces droits humains, par la séparation des pouvoirs, par le contrôle du judiciaire sur l'exécutif et le législatif, par le contrôle du Parlement sur l'exécutif, etc. Il serait en somme illusoire de prétendre confier la démocratie en héritage aux générations futures, sans leur confier également les droits humains et l'état de droit. Notre responsabilité collective, morale, politique et juridique, à l'égard des générations futures, s'étend donc à l'obligation de leur transmettre une démocratie fonctionnelle et de qualité, où l'action politique, institutionnelle ou non institutionnelle, se réalise dans le cadre favorable d'un état de droit délimité par les droits humains. Il est temps d'interroger la manière dont nous nous acquittons aujourd'hui de cette tâche. Et nous pouvons évoquer quelques inquiétudes sur les capacités et les moyens de faire démocratie que notre génération est en passe de transmettre aux suivantes. 3 exemples récents, parmi d'autres, indiquent un recul significatif de certains principes essentiels de la démocratie. Chaque recul ouvre la voie au suivant. Chaque inquiétude laisse place à la suivante. En premier lieu, les droits politiques. La coalition Right to Protest, un large front de la société civile, dont la Ligue des droits humains et la Fédération générale du travail de Belgique, s'alarme légitimement des atteintes au droit de manifester en Belgique. La coalition a récemment fait l'addition de ces dernières années. Adoption d'une circulaire pour interdire préventivement à des personnes de participer à une manifestation, arrestation préventive de manifestantes et de manifestants avant qu'ils et elles ne rejoignent les cortèges, poursuite et condamnation judiciaire d'activistes pacifiques, y compris syndicaux et environnementaux, détournement de la loi pénale pour sanctionner l'exercice de ces droits politiques, comme l'entrave méchante à la circulation, on se souvient de l'affaire des syndicalistes du pont de Chorat, inscription dans le droit pénal de l'atteinte méchante à l'autorité de l'État, avec le risque que les appels à la désobéissance civile soient pénalement sanctionnés, recours abusif aux requêtes unilatérales pour casser des piquets de grève, et on pense aux actions de l'aise, alors même que la pratique a été jugée illégale par le Comité européen des droits sociaux. La liste est encore longue, et on se demande où elle va s'arrêter. Quel type de démocratie allons-nous transmettre si nous tolérons la criminalisation de l'exercice de nos droits politiques? Un recul significatif de ces droits politiques est-il réparable à plus long terme? Et quelles sont les conséquences indirectes sur les autres droits? Sera-t-il encore possible demain de défendre nos droits humains par les droits humains? En deuxième lieu d'inquiétude, l'état de droit. L'éléphant est dans la pièce. Le gouvernement de la précédente législature a refusé d'exécuter environ 10 000 décisions de justice qui le condamnaient à pourvoir aux besoins de base de personnes en demande d'asile. Non pas parce que le gouvernement était dans l'incapacité matérielle d'exécuter ces décisions de justice, mais parce qu'il ne le voulait pas. En quelques mois, la Cour européenne des droits de l'homme a délivré pratiquement 2000 injonctions à l'État belge à ce sujet. La Cour européenne des droits de l'homme n'avait jamais fait ça pour aucun autre pays du Conseil de l'Europe. En juillet 2023, la Cour européenne des droits de l'homme
excédé à condamner la Belgique pour violation structurelle de l'état de droit. Elle écrit, alarmée, qu'il s'agit d'une atteinte au patrimoine commun des États membres du Conseil de l'Europe. Et depuis lors, rien. La même politique de violation consciente des droits humains, dans une indifférence quasi généralisée. Que pourrions-nous dire aux générations futures? Que lorsque l'État est condamné à respecter les droits fondamentaux d'une personne en demande d'asile ou de quiconque, il n'est pas obligé de s'exécuter si cela ne convient pas à son agenda politique? Que les États se sentent désormais affranchis de leurs propres lois et de leurs propres institutions? En troisième lieu d'inquiétude, nous enregistrons un recul de la culture démocratique. Amnesty International a enquêté sur cette érosion en 2018. Elle indique que 37% des personnes âgées de 18 à 24 ans en Belgique n'ont jamais entendu parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Plus d'un Belge sur deux, 55%, ignore ce que contient la Déclaration universelle des droits de l'homme. En parallèle, l'Institut fédéral des droits humains a relevé que 55% des associations de défense des droits humains, plus de la moitié, ont déjà été victimes au moins une fois d'une forme d'intimidation ou de menace, en particulier les associations qui luttent pour les droits des personnes LGBTQIA+, des personnes migrantes, des personnes détenues en prison, ou qui luttent contre le racisme ou pour l'environnement. Avec la Ligue, nous constatons également que les discours discréditant les droits humains s'enchaînent à une vitesse affolante, sans filet et sans contredit. Que devons-nous faire pour que les générations futures se souviennent que la sécurité sociale est un droit, que l'aide médicale et les services médicaux en cas de maladie sont un droit, qu'être à l'abri de la faim est un droit, que demander l'asile est un droit, que s'informer dans une presse libre et indépendante est un droit, que se réunir et s'assembler pacifiquement est un droit, qu'être traité avec égalité et sans discrimination sur la base du genre, de l'origine ethnique, de la religion, de la condition sociale est un droit. Que devons-nous faire pour que les générations futures se souviennent que l'égalité, la liberté et la solidarité sont les fondements de tous nos droits? De quoi les générations futures se souviendront si nous ne nous échinons pas à sauvegarder, populariser et défendre ces droits humains? Quel est l'effort que nous leur demandons de faire? Diane Roman, professeure française de droit public, répond à cette question. Elle y répond par un devoir de mémoire des générations futures à l'égard des générations présentes et passées. Elle écrivait ceci: « Au devoir moral de protection des générations actuelles à l'égard des générations futures répondrait un devoir de mémoire des générations futures à l'égard des générations passées. Il y aurait ainsi une chaîne historique de devoirs fondée sur une responsabilité morale intergénérationnelle. Ainsi, celles et ceux qui hériteront de notre planète auront le devoir de se souvenir de ce que nous avons fait pour leur permettre d'y habiter et de coexister dans la paix et dans la dignité. Comme nous, qui avons le devoir de nous souvenir de la première injonction de la Charte des Nations Unies de 1945, la mise à l'abri des générations futures du fléau de la guerre. Comme nous, qui avons en mémoire celles et ceux qui se sont unis, malgré toutes leurs divergences d'opinion, et ont engagé leur vie pour nous transmettre les idéaux de la démocratie. Comme nous, qui allons encore prendre une minute pour nous rappeler de cette histoire. Entre 1941 et 1944, alors qu'il était en captivité, Léon Blum écrivait un essai intitulé « À l'échelle humaine ». Il l'adressait aux générations futures, un plaidoyer pour la démocratie. Il était convaincu de l'imminence de la libération, mais il craignait que la jeunesse se détourne de la démocratie. D'une part, parce que la démocratie n'avait pas permis d'éviter la guerre.
et d'autre part, parce que les démocraties représentatives ont leurs failles. Logique particratique, empiètement de l'exécutif sur le législatif, guerre de clans, influence des lobbies économiques, etc. Ces imperfections, défendait-il, ne nous dispensent en rien, nous, ces générations futures à lui, de prendre très au sérieux notre devoir de préserver et d'améliorer l'héritage politique des Lumières. La construction permanente d'une démocratie fondée sur l'état de droit et sur tous les droits humains. Il nous écrivait ceci. « Vous n'avez pas le droit de jeter la démocratie au rebut. Vous n'avez pas le droit de condamner d'emblée, comme entachée d'erreurs ou de dol, l'œuvre des hommes qui, depuis 150 ans, ont essayé de la fonder dans le monde. Vous n'avez qu'un droit et qu'un devoir. C'est de rechercher pourquoi notre effort n'a pas réussi, afin de le reprendre plus efficacement après nous. » Il nous en conjurait un devoir de mémoire et un devoir de progrès. En cette rentrée politique, monde citoyen, associatif, militant, partisan et syndicaliste, je nous invite toutes et tous à prioriser la direction de nos actions politiques sur le terme long, celui de la démocratie des générations futures, avec le refus de tout compromis portant sur les droits humains et sur l'état de droit, car ce sont les conditions d'existence du patrimoine démocratique que nous avons à leur transmettre. Et avec la mémoire de toutes celles et de tous ceux qui, avant nous, ont lutté pour nous la transmettre. Si la tâche nous paraît parfois quelque peu trop grande pour notre humble échelle humaine, nous pouvons encore nous remémorer ces derniers mots par lesquels Bloom achevait son message aux générations futures dans sa cellule. Quand l'homme se trouble et se décourage, il n'a qu'à penser à l'humanité. Alors nous, génération présente, pensons à l'humanité et agissons en sa faveur, à la mémoire des générations passées et pour les générations futures. Merci pour votre attention et merci à Jean-François Tamellini et à l'FGTB Wallonne pour l'invitation à prendre la parole parmi vous au nom de la Ligue des droits humains.